L'heure maintenant de l'invité d'Au cœur de l'info, qui sont deux d'ailleurs ce soir, pour parler de la guerre en Ukraine à l'approche des 4 ans de l'invasion à grande échelle par la Russie du territoire ukrainien et de ses conséquences tant sur les militaires que sur les civils. Une guerre qui a fait 600 000 victimes, a priori, dont 100 000 sont morts. Parmi les blessés innombrables, il y a ceux que l'on appelle les gueules cassées, défigurées, après avoir été touchés par des drones, des balles, des éclats d'obus. Alors une équipe de spécialistes français de la reconstruction faciale se rend plusieurs fois par an dans un établissement médical, celui de Viniki en banlieue de Lviv, avec pour mission de réparer ces visages et tenter du mieux qu'ils le peuvent de redonner le sourire et un souvenir de leur vie d'avant à ces victimes ukrainiennes. Cet engagement sur le temps long est au cœur d'un documentaire bouleversant que l'on peut voir sur la plateforme France Télévisions, intitulé 4 ans de guerre en Ukraine, les visages de la guerre, réalisé par l'un de nos invités donc ce soir, Didier Cross. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Et également avec nous, le professeur Chloé Bertolus. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci d'être là tous les deux, car c'est très important d'avoir vos deux témoignages. Chef de service de chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et je précise, Chloé Bertolus, que vous étiez aussi en première ligne lors des attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. On y reviendra si on a le temps, bien sûr, dans le cadre de cet entretien. Avant d'en parler donc ensemble en longueur, la bande-annonce tout de suite de ce documentaire. На війні я був 1,5 роки. Поранення в мене було 3 травня 23-го року. Такий удар був як молотом. Я не можу так сказати, що це було. Пеклося обличчя, біль був нестерпний. Підходиш там до дитини, вона лякається, там і трохи відбігає, там починає маму смикати, а що з дядею, а що не так з ним. Тобто дітям треба пояснювати, що таких, як я, буде дуже багато після війни. І хлопці печені, і одноглазі, однорукі, одноногі. Так що це буде багато нас таких. Donc pour cette bande-annonce des visages de la guerre, Didier Cross, je commence par vous. Plusieurs mois pour réaliser évidemment ce documentaire à nouveau très émouvant. Comment est-ce que vous est venue l'idée d'aborder cette guerre et puis ces 4 ans de cette guerre à travers ce prisme, cet angle des gueules cassées, comme on les appelle? J'avais envie de faire un film sur l'Ukraine, mais c'est surtout ma relation avec Chloé Bertolus qui a permis à ce film d'exister. Parce qu'avec Chloé, nous nous sommes rencontrés lors de la réalisation d'un autre film qui s'appelle La Disgrâce, que j'ai réalisé en 2018, qui évoque déjà la question de la défiguration, mais c'est plus une série de portraits sur les conséquences identitaires, sociales, personnelles de ce que veut dire la défiguration. Et comme il est très difficile de pouvoir rencontrer des personnes abîmées du visage, défigurées, parce qu'il n'y a pas d'association, à part celle pour la guerre qui s'appelle l'association des gueules cassées, qui existe depuis très longtemps, je me suis mis en contact avec... donc les chirurgiens en maxillofacial, puisque c'est le nom de la spécialité, et Chloé Bertolus m'a aidé à rencontrer en fait des patients. Et donc on a gardé une relation, et donc quand j'ai appris que Chloé partait en Ukraine, je lui ai demandé si elle acceptait de m'accompagner, et j'ai eu la chance qu'elle dise oui. Et vous les avez suivis donc durant plusieurs mois, et vous avez été témoin de on peut le dire, de cet engagement très fort de cette équipe. Absolument. J'étais parti en repérage en 2024, toujours avec l'équipe. Et le tournage, lui, s'est fait en 2 sessions, puisque ce sont des sessions d'environ une quinzaine de jours avec l'équipe chirurgicale à chaque fois, sur des missions qui sont plus étendues, que Chloé vous expliquera dans le détail. Et donc en hiver et au printemps, qui permet aussi de montrer quand même l'évolution et le travail, parce que toutes ces opérations sont extrêmement longues, et longues en durée en termes d'opération, mais aussi il en faut une quantité vraiment très importante avant d'avoir un résultat probant. Mais Chloé en parlera mieux que moi. Alors Chloé Bertolus, justement, vous et vos confrères et consoeurs qu'on voit, donc cette équipe de 4 personnes, je crois, dans ce documentaire, vous êtes donc au cœur de cette équipe, et votre objectif, c'est donc de faire le maximum pour tenter de redonner un goût à la vie déjà de ces personnes, et puis un semblant de leur vie d'avant à ces mutilés. On s'attache à redonner la fonction. Le visage concentre 4 des 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Et
y a beaucoup de choses à faire lorsqu'un visage est détruit comme ça par un traumatisme balistique. Il faut redonner aux gens la possibilité de manger, la possibilité de parler, la possibilité aussi, ce qu'on appelle, nous, la fonction sociale, la possibilité de se présenter en public. Parce qu'en fait, c'est très difficile. Et dans la bande-annonce, on le voit bien, c'est très difficile de se présenter aux autres lorsque le visage est un peu... n'a plus vraiment forme humaine. Et c'est ce personnage-là, d'ailleurs, qui a recouvert Louis, grâce à votre équipe. Le monsieur de la Celui de la bande-annonce. bande-annonce. Non, c'est un autre. En tout cas, c'est un autre et Oui, un oui, moment très émouvant absolument, dans le cadre mais de votre... alors que c'était vraiment pas la partie la plus compliquée de sa reconstruction, mais lui, c'est ce qui l'a marqué tout d'abord, c'est que lorsqu'il s'est réveillé, alors que son conduit auditif externe avait été masqué par un fragment de revêtement, enfin de peau, pendant plusieurs mois, ce qui l'a le plus frappé, c'est qu'il entendait de nouveau avec cette oreille, oui. Enfin, avec ce conduit auditif, parce que de l'oreille, il n'y en avait plus. Alors on suit donc 4 personnages dans le cadre de ce documentaire, 2 femmes, 2 hommes qui ont été blessés dans des circonstances très différentes. Donc certains sur le front, d'autres sont à l'arrière, sont des civils. L'arrivée de votre équipe, évidemment, suscite énormément d'espoir pour ces gens-là. Alors, c'est étonnant parce qu'avant de voir le documentaire de Didier, je n'avais pas réellement conscience de ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas sur place énormément d'expression de cet enthousiasme, si on peut dire. Ce sont des patients qui sont d'abord, que nous voyons nous au stade des séquelles, c'est-à-dire que leur blessure est ancienne déjà, ils ont déjà subi de nombreuses interventions. Combien d'interventions en moyenne ? C'est impossible de le dire. Ils ont été opérés immédiatement au front ou par les premiers intervenants immédiatement après la blessure. Et quand ils arrivent et qu'on les voit, nous, c'est très variable. C'est entre 3 et 15 fois. Enfin, voilà, tout est possible. Et donc, moi, ce qui m'a le plus profondément ému dans ce film, bon, il n'y a pas beaucoup de suspense pour moi, évidemment, mais ce qui m'a le plus profondément ému, ce sont les commentaires des patients sur ce qui leur arrive quand ils arrivent au centre. Où effectivement, ils discutent entre eux, alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'on va te faire cette fois-ci, etc. Et c'est très, très... J'ai trouvé ça très touchant de voir ça parce que il y avait un petit peu une réappropriation quand même de l'histoire par les patients qui étaient beaucoup plus actifs dans ce qui leur arrivait. Didier Gross, par rapport à ce que vient de dire le professeur Bertolus, c'est cet élément aussi qui vous a ému. Absolument, chez ces c'était personnages. important de montrer le travail et l'extraordinaire travail des chirurgiens, de l'équipe de Chloé. C'est vraiment un travail, et vous l'avez pu le constater dans le film, on peut le voir dans le film, c'est que c'est à la fois une grande compétence technique et en même temps, en quelque sorte, une forme d'artisanat, parce qu'il faut s'adapter en permanence aux cas de figure qui se présentent. Donc, il y a vraiment un travail qui est vraiment très vaste et qui demande une adaptation permanente. Pour ce qui est de la relation avec les victimes, ce qu'on ressent aussi, ce qu'on a tous ressenti là-bas, c'est l'extraordinaire résilience du peuple ukrainien et des blessés. C'est-à-dire que... D'ailleurs, la clinique est surnommée, si j'ai bien compris, Superhumans. Oui, donc c'est ça. Voilà. Les surhommes et surfemmes. Dans une dynamique comme ça, très positive, ouais. tout à fait. Et on le sent au contact, dans l'échange, c'est qu'ils ont quand même des visages très abîmés, le reste du centre est dévolu aux personnes amputées, donc c'est que des gens très meurtris dans leur chair, et psychiquement évidemment, et pourtant... personne ne se plaint, en fait, en vérité, malgré ces immenses blessures. Ça m'a marqué aussi dans le documentaire, malgré le caractère tragique, au-delà même du tragique de ce qui leur arrive, sans même parler du reste de la guerre en Ukraine. On les entend beaucoup rire dans le documentaire, même plaisanter. Ça vous a interpellé ? Je ne m'attendais pas trop à ça, pour tout vous dire, même si on m'avait prévenu de cette mentalité particulière des Ukrainiens. C'est un outil de résistance, l'humour sur sa propre condition. C'est aussi une façon pour que personne se plaigne de manière... Parce que s'il y en a un qui craque, tout le monde craque. Il y a un peu de ça aussi. Donc il faut rester dans un élan collectif, dans un sens, pour pouvoir résister à l'envahisseur. Donc ça, c'est très marquant et c'est aussi très émouvant, évidemment, de voir cet élan de résistance-là. Professeur Bertolus, combien de fois vous allez sur place dans l'année ? Combien de temps vous restez ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, l'organisation de la mission qui a été mise en place donc, à la demande du ministère de la Santé ukrainien par le ministère de la Santé français est totalement chapeautée par la direction des relations internationales de la PHP, de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Il faut quand même le souligner parce que ça a été un travail monumental.
Ces missions ont regroupé tous les centres de reconstruction maxillofaciale en France. Donc, on a fait partir des gens de Caen, de Montpellier, d'Amiens, bien sûr, donc de Paris. Voilà, il y a eu un grand élan et très, très nombreux sont les collègues qui ont dit « moi, je suis prêt à partir », ce qui était chouette parce que ça n'a rien d'évident. Et nous avons organisé les choses avec une mission trimestrielle de 15 jours faisant partir en général 3 chirurgiens. Alice Souillet, que l'on voit dans ce documentaire, et ce qu'on appelle une IBOD, c'est-à-dire une infirmière de bloc opératoire, qui venait dans nos missions pour apporter une aide logistique au bloc opératoire lui-même, pour tout ce qui concerne le matériel, la stérilisation, la formation des boîtes de chirurgie. Alors, ce sont des choses qui sont un peu obscures comme ça, mais qui ont une grande importance. Et donc, 4 à 5 missions, on en a parfois fait plus, annuelles, et sur la durée, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des patients qui vont être opérés un grand nombre de fois, et entre chaque intervention, il faut laisser passer un petit peu de temps. Il faut que les tissus cicatrisent, il faut qu'on puisse apprécier le résultat pour voir si on peut passer à l'étape suivante. Il y a un accompagnement psychologique aussi, on l'imagine. Assuré par le centre lui-même, parce que... Donc celui de Lviv qu'on voit dans le absolument, ce centre Superhuman, ce qui est une structure absolument remarquable. Et ultra moderne. Hein. Oui, alors créé ad hoc. Les blocs opératoires ont été faits pendant la guerre. Ah oui, complètement. Et en fait, c'est un petit centre accroché à un très gros hôpital, un hôpital des vétérans. Et alors, c'est très étonnant parce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on pousse la porte de certains couloirs, on a l'impression qu'on arrive dans un roman de Bouliakov. C'est-à-dire qu'il y a du terrazzo par terre, il y a certains bureaux avec une petite table en bois, un apron au crochet et un pot de bégonia. C'est très surprenant. Mais du côté Superhuman, c'est ultra moderne. Et on a vu la construction du centre. Et incontestablement, les Ukrainiens sont des bâtisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc magnifique. Et les responsables du centre sont venus voir un petit peu à Paris de quoi nous avions besoin pour opérer ces patients. Et on reproduit ça, et c'était... Et pour superbe. revenir sur les techniques, justement, de chirurgie maxillofaciale, la France, on le sait, est pionnière en la matière. Enfin, on est particulièrement spécialisé dans le domaine. Vous transmettez aussi ces savoirs aux chirurgiens ukrainiens durant ces missions ? L'un des buts de la mission, c'est bien sûr la formation. Ça n'a pas toujours été totalement évident, parce qu'on n'est pas nécessairement des interlocuteurs déjà aguerris aux bases de cette chirurgie, pour lesquelles, là, on faisait des choses quand même qui restent complexes pour la discipline. Donc, ça a pu être parfois un peu complexe, mais voilà, je pense qu'ils ont profité de notre venue. Nous avons, beaucoup apprécié la collaboration et ce que ça a pu nous apporter aussi. Beaucoup de choses nouvelles pour nous aussi. Et puis, on a aussi donné des cours, par exemple, aux chirurgiens du front, parce que lorsque l'on ramasse, comme on dit, un blessé comme ça, il y a des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire. Bien sûr. Et il fallait remettre un petit peu peut-être de modernité dans les process. Didier Cross, on voit aussi dans le documentaire le quotidien, disons, d'un pays en guerre, à savoir qu'il y a aussi des alertes au bombardement durant parfois certaines interventions chirurgicales. On l'imagine, ça a été des conditions de tournage un peu particulières ? Particulière parce qu'on est dans un pays en guerre, mais on n'a pas vécu ça dans une tension permanente. Lviv, c'est la grande ville de l'Ouest qui est assez proche, même très proche de la Pologne. Et donc, c'est la partie la moins bombardée du pays, même si ça l'est de manière régulière, mais en tout cas de manière beaucoup moins intense qu'ailleurs. Donc, on ne vit pas là-bas dans une forme de tension, même si, effectivement, comme vous dites, il y a des alertes très régulièrement dans la journée, la nuit, ce qui rend du coup... Et je salue encore une fois le travail de l'équipe chirurgicale quand il y a des alertes la nuit et qu'on ne dort pas pendant quasiment toute la nuit et que le lendemain, il y a 6 ou 7 heures de bloc. Ça demande une vraie énergie, un engagement, surtout que le jour qui suivra sera aussi un jour de bloc. Donc, disons que ça amène de la fatigue, mais pas vraiment de tension et d'inquiétude. Et puis, on s'adapte un peu, pour tout vous dire, un peu aux réactions des Ukrainiens. S'ils vont aux abris, on va aux abris. S'ils n'y vont pas, ils ont l'habitude, donc on a tendance à ne pas y aller. Mais on va dire que c'est un peu ce qu'on a fait. Non, pas vraiment. Ok, moi peut-être. On le voit en tout cas dans le documentaire. Vous, oui, nous, on descend.
Est-ce que les différents personnages de ce documentaire, les 4 personnes que vous filmez, l'ont vu? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait Alors, comme elles l'ont retour? pas encore vu. J'ai eu du mal à avoir de leurs nouvelles. J'en ai eu récemment. Pas de tous d'ailleurs, malheureusement encore. Mais ils avaient l'air d'aller très bien, toujours plein d'énergie positive. Et pour certains, comme on l'entend dans le film, toujours prêts à repartir au front. C'est ça qui est quand même très étonnant. C'est qu'avec des blessures comme ça aussi importantes, l'engagement est tel qu'on est prêt à repartir au front. Ils l'ont pas encore vu, mais j'ai bon espoir évidemment de pouvoir leur montrer, bien sûr. Et Chloé Bertolus, vous avez des nouvelles, disons médicales, de ces personnes que vous avez opérées? Alors, comme le disait Didier, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les gens, eux, sont dans un pays en guerre, ont donc beaucoup de mal à se déplacer, ne serait-ce que d'avoir les autorisations pour venir. Et ce sont des militaires, hein, pour la plupart d'entre eux. Oui. Donc, le fait de venir jusqu'au centre nécessite des autorisations. C'est une sorte de permission pour aller se faire opérer, en quelque sorte, même si, évidemment, ceux qui sont très blessés ne sont pas au front, mais ils sont tout de même encore militaires. Et il y a un peu de secret, en fait, sur où sont ces gens, comment les joindre directement, etc. Pourquoi ? Je pense des préoccupations de sécurité. C'est-à-dire que les premières missions, nous étions invités à ne pas dévoiler où nous allions, par exemple, pour ne pas devenir une cible. Et c'était difficile, du coup, d'avoir des autorisations pour réaliser ce documentaire? Pour les autorisations, non, mais c'est vrai, pour la mise en contact, là je le vois bien, il y a eu plein de précautions. Ils n'étaient pas certains que c'était vraiment moi qui les contactais. D'accord. Ils avaient peur d'être un peu piégés par les Russes. Pas pour le petit soldat, mais pour les gradés, dont un est dans le film. Oui. Donc c'est assez difficile d'entretenir une relation pour cette raison-là. Il y a une parano justifiée, si l'on peut dire. Vous y retournez bientôt? Alors, on est avec le ministère de la Santé et la cellule des relations internationales du ministère de la Santé, un petit peu à la recherche d'un nouveau point de chute pour avoir peut-être un centre. Certes, celui-ci est très moderne, etc., mais on était un petit peu en autarcie dans ce centre. On a peut-être besoin d'un hôpital plus étoffé, avec des neurochirurgiens, avec une réanimation plus entraînée, etc. Donc, on y est allé pendant 2 ans et demi. On a fait 9 missions sur place. Là, il s'agit peut-être de passer à une autre phase de la mission. Merci infiniment, en tout cas, professeur Bertolus, pour votre témoignage. Merci aussi Didier Cross de nous avoir parlé de ce merveilleux documentaire qu'on peut donc revoir toujours sur la plateforme France Télévisions, intitulé 4 ans de guerre en Ukraine, les visages de la guerre. Cet entretien